Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Mikoba Télévision pour parler politique sans filtre. Vous le savez, on a rendez-vous chaque vendredi pour décrypter l'actualité de la semaine de la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de faits d'actualité au cours de la semaine dernière. On est toujours dans l'attente du nouveau gouvernement annoncé par le président de la République. Avec mon invité qui est de l'opposition, on essaiera de voir quelles sont les raisons de ce changement de gouvernement. Souminois 2, très attendu, qui est censé faire une ouverture au niveau de membres de l'opposition. On parlera aussi de faire un bilan à mi-parcours au niveau du Lualaba pour ce qui concerne l'exécutif et le législatif provincial. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce que les attentes de la population sont-elles rencontrées? J'y arrive. On parlera aussi de l'exil forcé de Matata Pogno, celui qu'on pensait disparu sans trace selon les communiqués de son parti politique. Finalement, ils ont annoncé qu'il est quelque part dans le monde. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé et ce qui l'a poussé à l'exil, lui qui avait annoncé venir se présenter devant la justice de son pays en laquelle il avait confiance. Justice toujours, nous parlerons de ce procès Mutamba. Est-ce que ça tourne au ridicule? Est-ce une parodie de justice en voyant ce qui s'est passé cette semaine, notamment sur l'attitude de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice? Vous avez compris, il y a beaucoup de sujets. Je n'oublie pas évidemment aussi cet accord mis en exécution entre le Rwanda et les États-Unis, accord d'accueil des migrants expulsés par les États-Unis. Est-ce un point faible de la diplomatie congolaise qui n'a pas su diaboliser suffisamment le Rwanda au niveau des Américains? On en parle avec mon invité ce soir, qui est nul autre que la présidente fédérale, plutôt fédérale de LGD au Lualaba, Madame Lorraine Kapend. Bonne arrivée. Merci, Monsieur Alain. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde qui sont en train de nous regarder dans notre émission Politico. Je sais qu'on aura vraiment un bon moment à passer ensemble, question d'éclairer certains points que vous venez d'ailleurs d'énumérer d'ici tout à l'heure. Dites-moi, chez LGD, vous êtes tenté à devenir UDPS bis ou c'est quoi? Comment ça? Mais comment ça? Vous imitez apparemment l'UDPS. Mais on imite l'UDPS en quoi? En dédoublement du parti. J'ai appris qu'ici au Lualaba, il y a 2 LGD. Vous avez appris, mais ce n'est pas la réalité. Et nous n'établons pas notre problème sur les réseaux sociaux, non pas dans une émission. Okay. Je vous dis, notre parti est un seul parti et il y a une seule fédération. Il y a une seule fédération. Oui, bien sûr. Et ceux qui se présentent au nom de votre parti, ils ne sont pas de votre parti? Je dis notre parti LGD, c'est un grand parti qui a une seule fédération et d'autres personnes qui veulent se présenter. Comme je l'ai dit encore, on ne peut pas venir exposer notre problème de notre famille politique sur votre plateau et non pas sur les réseaux sociaux. Vous reconnaissez qu'il y a un problème? Nous ne reconnaissons pas les problèmes que vous voulez nous faire comprendre sur votre plateau, monsieur Alain. Donc, vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Et que le problème qui n'existait pas, vous allez les régler en famille? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, il y a une seule fédération de LGD, Lualaba, il n'y a pas de double LGD ici. Et que vous, vos problèmes, vous les réglez en famille, pas et sur si les on a médias. des problèmes, on règle en famille. Nous sommes quand même un parti politique d'où il y a une autorité morale qui a beaucoup de valeurs et qui ne peut pas quand même s'y mettre à jouer comme d'autres partis politiques qui ne savent pas le pourquoi. Il s'appelle parti politique. Bon. On va voir si vous n'allez pas finir comme IDPS. Non, nous n'allons pas finir comme ça. Parti qui est divisé en deux depuis au niveau national jusqu'en province. À propos de votre parti, vous nous avez chanté ici, fait des communiqués, des revendications pour demander où se trouvait votre président national, condamné à une peine de prison. Finalement, vous venez nous dire qu'enfin, il a fui. Non, on ne vous a pas dit qu'il a fui, monsieur Alain. Il y a eu un point de presse au niveau de Kinshasa. Des autorités du LGD ont bien annoncé que Matata est en exil. Dire qu'il est en exil, c'est dire qu'il a fui parce qu'il y a un jugement qui les condamne. Non, il n'a pas fui, monsieur Alain. Il faut dire ce que les CG nous avaient dit. Okay. Le jour qu'on avait condamné notre président, il était à l'hémicycle national. Vous êtes sans ignorer qu'il était à l'Assemblée. Ouais. Et quand on l'avait condamné, on pouvait aller les prendre à partir de l'Assemblée parce que la Cour constitutionnelle lui est condamné pendant 10-20 ans des travaux forcés, ce qui n'est pas reconnu par notre Constitution. Et après, on avait compris que notre président, on ne savait pas lui voir et on était en train de lui chercher. C'est comme ça quand le président nous a confirmé qu'on lui a forcé d'être en exil, il a appelé son parti politique et sa famille politique pour les confirmer que non, voilà, et arrêtez de me chercher, je suis en vie, je suis en bonne santé et tout. Et il pouvait communiquer avec tous les Congolais parce que ça
disparition ne touchait pas seulement sa famille politique. Je vous rappelle qu'il était le premier ministre, non seulement de son parti politique, le premier ministre de la République démocratique du Congo, et sa disparition avait touché et les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont à l'opposition. Et voilà la raison pour laquelle il pouvait signaler tout le monde que voilà, je suis en vie, je suis en bonne santé, et on m'a forcé d'être en exil forcé, parce qu'on avait commencé depuis longtemps, depuis quand on l'avait convoqué à la Cour constitutionnelle pour la première fois, et vu qu'il faisait confiance à notre justice, il est venu se présenter, et notre justice est malade, ce que le président lui-même avait dit, que notre justice était malade, on n'avait jamais amené à l'hôpital. Voilà, là on est arrivé aujourd'hui, on a forcé notre président d'aller en exil. Le LGD dit qu'on a forcé Matata Ponyo à l'exil. Qui l'a forcé? Le pouvoir en place. En faisant quoi? En lui amenant là où il est maintenant. Non, mais le pouvoir en place a fait quoi? Le pouvoir en place, il lui a amené devant la justice, cette justice que lui-même... Mais non, Madame Lorraine, soyons un peu logique dans la réflexion. Monsieur Matata Ponyo a géré ce pays en tant que Premier ministre. Oui. Il a commis des actes. Oui. Nous savons, selon la loi, selon la Constitution, il y a séparation de pouvoir. Oui. Il y a l'exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, législatif, etc. Le pouvoir judiciaire a constaté qu'il y a eu des manquements dans l'exercice du pouvoir de Matata Ponyo. Oui. Normal, il a été jugé. Est-ce que vous avez vu M. Tshisekedi témoigner au procès de Matata? Non, non. Alors pourquoi est-ce que vous mettez la décision de justice sur le dos de Tshisekedi? Monsieur. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait Alain, je n'ai pour pas pousser les pouvoirs en place, c'est les pouvoirs de Tshisekedi. Qu'est-ce que le régime Tshisekedi a exactement fait pour dire que c'est le pouvoir de Tshisekedi qui a fait condamner Matata et qui lui a dit « tu n'habiteras plus au pays, va en exil ». Parce que les pouvoirs en place voulaient à tout prix que M. Matata puisse travailler avec et puisse entrer dans l'Union sacrée. Vous avez des preuves? Oui, nous avons des preuves. Il y a une correspondance, nous avons des preuves. Une vidéo, des audios. Le président lui-même en a parlé à maintes fois, et jusque-là, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui lui avait contredit. Mais sa parole n'est pas une parole. Non, c'est une parole, c'est une parole quand même d'une personnalité de ces pays, il ne peut pas mentir. Et s'il il a dit mentir une fois, on pouvait lui interdire cela. Il a dit à maintes fois, c'est parce qu'il a refusé de tendre la main à l'Union sacrée, raison pour laquelle on continuait toujours à lui amener devant cette justice. Monsieur Alain, le président Matata, c'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs. Et ce n'est pas un pleurnicheur. C'est quelqu'un qui a fait confiance à sa justice, et il était devant la justice. Les autres qui étaient avec lui dans son gouvernement, ils sont entrés dans l'Union sacrée et leur problème était fini. Et lui, il a continué parce qu'il a vraiment une vision pour cette République démocratique du Congo, et il ne veut pas travailler pour l'intérêt personnel. Parce que si c'était pour l'intérêt personnel, si c'était pour sa positionnement, aujourd'hui, le président Matata ne pouvait pas se trouver en exil. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est comme ça aujourd'hui, il se retrouve en exil. D'abord, dites-nous comment il est sorti du pays. Mais c'est les pouvoirs en place qui doivent nous expliquer cela. Mais c'est pour ça que je disais, vous commencez à ressembler à l'IDPS. Non, je ne peux pas ressembler à l'IDPS. Mais non, M. Matata est parti en exil. Ce n'est pas le pouvoir en place qui lui a dit, voici le chemin par lequel tu peux sortir du pays. Je vous pose la question, comment il est sorti du pays? Mais la question reviendra, la réponse reviendra quand mon CG viendra encore communiquer. Parce que le CG nous a même dit, lors de sa communication, qu'on ne sait même pas dire dans quel pays le président se trouve aujourd'hui, pour donner des preuves que non, voilà, il est passé par cette route, il est passé par cet aéroport et tout. Attendez la communication de notre parti politique, donc, vous en saurez. Si on comprend bien, vous êtes une personne haut gradée dans votre parti, c'est pour ça qu'on vous pose toutes ces questions. Est-ce qu'on peut comprendre qu'à ce stade, quand nous vous entendions faire des communiqués pour revendiquer qu'on retrouve votre président, vous jouez de la comédie? Non, on ne joue pas de la comédie. Monsieur Alain, mais ça c'est trop dire. Mais... Jouer à la comédie, mais non. Mais non. Vous le journaliste, et avec le pouvoir en place, après avoir condamné notre président, dissocier les journalistes et le pouvoir en place. Je suis en train de m'expliquer. Après avoir condamné mon président, nous avons entendu nous dire au moins qu'il était déjà parti en Belgique, qu'il était en France, qu'il était partout. Mais ça se confirme parce que nous, on n'avait pas cette information. On a confirmé quand on a assis et quand on a écouté la voix de notre président. On ne pouvait pas confirmer quelque chose qu'on n'en avait pas de preuve. Donc, si je comprends bien, votre président a décidé de fuir le pays sans Il n'a pas décidé, dire. On lui a forcé par le pouvoir en place d'être en exil. Il n'a pas fui parce qu'il était ici avec vous pendant 4 ans, vous l'avez malmené, il n'a pas quitté son pays, il était à Kinshasa et vous étiez en train de savoir son adresse, là où il était, même le jour que vous l'avez condamné. Vous l'avez vu, vous connaissez là où il était. Comment vous pouvez dire qu'il avait fui? Mais ça, je vous refuse de le dire, monsieur Alain. Monsieur Matata est revenu au pays
parce qu'il avait dit qu'il avait confiance en sa justice. Vous venez de le répéter ici. Cette justice l'a jugé et a trouvé qu'il était coupable. On l'a condamné. À partir de quel moment M. Matata n'avait plus confiance en cette même justice? À partir de quand il avait constaté que notre constitution, elle a été violée pendant 40 fois lors du procès du président Augustin Matata. Il a même soulevé des exceptions. Vous étiez en train de suivre ensemble avec nous. Il a soulevé ces 40 exceptions des violations de notre constitution que même nos juges n'avaient pas tenu compte. Et avec ça, vous voulez qu'on continue encore à placer confiance à cette justice, que même le président de la République lui-même a reconnu que cette justice, elle était malade, qu'on n'avait jamais amené à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez qu'on continue à faire confiance à cette justice qui est en train de faire subir encore d'autres autorités ou d'autres personnalités de ces pays, M. Alain? Aujourd'hui, on a M. Joseph Kabila en exil, M. Moïse Katumbi en exil, et maintenant M. Matata Ponyo aussi en exil. Qu'est-ce que le peuple doit comprendre? Que vous, les leaders de l'opposition, vous préférez fuir vos responsabilités et laisser le peuple se battre seul contre les régimes que vous voulez destituer? Non, ce n'est pas ça. En tout cas, les gens ne doivent pas mettre cette histoire dans la tête, dire que non, les leaders d'opposition préfèrent de fuir pour leur laisser combattre. Non, ce n'est pas ça. C'est un constat. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est que les leaders d'opposition sont là pour se battre afin que les régimes puissent changer. En faisant quoi? En fouillant? Non, ils ne fuient pas. Ils ne fuient pas, M. Alain. Madame, il y a ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que nous on voit. Ce qu'on voit ici, c'est que le peuple se bat seul contre le manque de nourriture, la vie chère, le manque de bulletins à la fin des années scolaires, etc., etc. Et que devant ce peuple, il n'y a ni Moïse Katumbi, ni Joseph Kabila, et maintenant, il n'y aura même plus Matata Ponyo. Mais je pense que cette population est en train de voir elle-même, et elle est en train de voir ce qu'il attend devant. Ce n'est pas seulement une question de dire que si nous sommes avec le leader sur place, c'est à ce moment-là qu'on va se battre, c'est à ce moment-là qu'on va arriver à changer des choses. Quand on était à l'époque des opposants comme Étienne Tshisekedi, le papa là, il était devant le peuple. Il marchait, il soulevait, il décidait que demain il y aura ville morte et effectivement demain le pays s'arrêtait. Est-ce que ce genre de leaders d'opposants, il n'y en a plus? Il y en a. Ils sont là, M. Alain. Malgré que vous dites qu'ils sont partis en exil, leurs personnalités ou leurs personnes sont en exil, mais elles sont avec le Congolais. Et aujourd'hui, dites-moi si Matata devait dire quelque chose aujourd'hui, le président Joseph Kabila peut dire quelque chose, le président Moïse. Je pense que les gens ne veulent pas entendre. Les gens vont entendre parce qu'ils ne veulent pas seulement amener ce que les autres ont fait dans le passé pour faire du copier-coller. Ils sont en train de prendre d'autres stratégies afin qu'ils puissent mettre terme à ce qui ne marche pas aujourd'hui. Vous venez de signaler ici qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas quoi. On ne peut pas rester tous dans une maison là où il y a du désordre pour trouver des solutions. Il faut deux fois prendre certaines stratégies afin d'amener de l'ordre. Je pense que c'est dans le même ordre d'idées que nos leaders d'opposition sont en train d'y réfléchir et avec d'autres cadres de ces pays. En fuyant, en prenant le choix, en prenant plutôt le choix de l'exil, est-ce que Matata Ponyo donne le bon exemple aux Congolais qui sont aussi justiciables comme lui? Je m'explique. Lui, c'est un leader. Oui. Il a eu un souci, la justice l'a jugé, l'a condamné. Oui. Est-ce qu'après, lui, il fuit, il ne veut pas exécuter la peine décidée par la justice? Est-ce que c'est un bon exemple pour le peuple qui les suit? Ça veut dire, demain aussi, moi, je peux faire du mal, on me juge, on me condamne, je fuis. Non, il n'a pas fui, monsieur Alain. Fuir, c'est quand on t'appelle devant ta justice. Non. Fuir, c'est quand on t'appelle devant ta justice et puis tu te dis, non, voilà, je suis malade, par exemple. Je ne viens pas, je n'apparais pas, je suis malade et tout. Non, nous l'avons vu. À chaque fois qu'on l'appelait, il était là, à la Cour constitutionnelle. Vous êtes en train de voir. Les vidéos sont là. Il était là. Il n'a pas fui. On l'a forcé. Après l'avoir condamné, on l'a forcé d'aller en exil. Je sais que le pouvoir en place, c'est le pourquoi ils l'ont fait à ce que le président puisse se retrouver aujourd'hui en exil. Et ça, ce n'est pas fuir. Je pense que M. Matata, c'est un bon exemple à suivre parce qu'il a affronté sa justice, peu importe que cette justice n'a pas été équitable. Selon vous, au LGD, pour quelles raisons le pouvoir en place
se sentirait à l'aise avec un Matata Ponyo en exil? En quoi est-ce qu'il représente un danger pour le régime Tshisekedi? Il présente un danger parce que d'abord, c'est une personnalité de bonne gouvernance. Donc c'est quelqu'un, donc quand on parle de macro, non, je suis en train de m'expliquer. C'est une personnalité d'abord, quand on le voit, on sait voir que c'est quelqu'un qui est capable d'en résoudre tous les problèmes qu'a l'Union sacrée. En le voyant, juste lui-même. Une personnalité qui est capable de décanter beaucoup de problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans l'Union sacrée, qui n'ont pas de solution. Et lui, il est en mesure d'en donner des solutions. Nous l'avons vu quand il était à la primature. C'est ce qui fait peur au pouvoir en place. Parce que je ne vois pas dans l'Union sacrée 5 personnes qui peuvent représenter une seule personne des Matata Ponyo. C'est ce qui fait peur. Donc, comme le régime en place n'a pas un Matata Ponyo... Ils n'ont pas. Ça veut dire que la présence de Matata Ponyo au pays fait mal ou peur au régime parce qu'il est tellement intelligent. Ça fait le tout, mal, peur et tout ce qu'on ne peut pas dire. Matata Ponyo a vécu dans ce pays durant tout le premier mandat de Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait qui a empêché Tshisekedi de travailler? Non, il ne peut pas travailler avec les gens qui n'ont pas Non, je ne dis pas qu'il travaille. Vous dites que sa seule présence au pays met en danger le régime. Oui. Et moi, je vous rappelle que pendant tous les premiers mandats de Tshisekedi, et maintenant on est presque à la moitié du deuxième mandat, Matata était bel et bien dans ce pays, libre de ses mouvements. Qu'est-ce que sa présence au pays a fait à Tshisekedi? Est-ce que ça l'a empêché? Ça l'a empêché de dormir, de travailler? Oui, ça l'a empêché parce qu'à chaque fois quand il pouvait faire ses sorties médiatiques, ça dérangeait toujours les pouvoirs en place. Parce qu'il pouvait donner des pistes de solutions. Et quand déjà tu sens que devant toi, il y a quelqu'un qui donne des pistes de solutions, que vous n'êtes pas en mesure de mettre en applicabilité, déjà ça vous dérange. Vous pensez que cette personne est en train de vous diminuer. Or, il est en train de vous apporter un plus pour que votre mandat puisse être bien coté à l'avenir. Votre secrétaire général du LGD, M. Franklin Tchamala, a déclaré, que vous l'avez même dit aussi ici, que vous ne savez pas dans quel pays est actuellement Matata Ponyo. Mais à lire son communiqué, à comprendre ce que vous nous dites, c'est que vous avez eu confirmation qu'il y a, en fait lui-même aussi, hein, votre secrétaire général l'a dit, hein, il est en sécurité. Oui. Ce qui veut dire qu'il a communiqué avec vous, oui, ou en tout cas avec l'un d'entre vous. Oui. Quand il vous a communiqué ou quand vous avez échangé avec lui, ne vous a-t-il pas réellement dit où est-ce qu'il était? Mais monsieur Alain, je vous ai dit, je suis dans un parti politique d'où il y a des dirigeants. Comme le CG avait dit, il reviendra pour nous dire l'endroit ou les pays dans lesquels notre président se trouve. Rassurez-vous qu'il va venir, il va vous dire les pays dans lesquels le président se trouve. Il a déjà quitté le pays. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on est dans un parti là où vraiment tout est structuré. On ne s'est pas passé comme d'autres partis politiques. Aujourd'hui, tel va dire ça, l'autre va dire ça. Et on respecte quand même la hiérarchie. Le CG viendra nous dire les pays dans lesquels le président se trouve et on en sera quand même... Je rappelle à ceux qui nous suivent que Matata Ponyo a été condamné depuis le 20 mai. Oui. Et c'est depuis la fin du mois de mai qu'il a disparu. C'est jusqu'au 5 août plutôt, oui, à début de cette semaine, oui, qu'on a finalement pris de ces nouvelles qu'il est en bonne santé, en sécurité, quelque part dans le monde. On verra si on va nous donner des précisions sur le pays où il a finalement trouvé exil. On reste dans le domaine de la justice. J'espère que vous êtes en train de suivre le procès Moutamba. Il y a eu une scène assez intéressante hein, à l'audience du lundi dernier. On a vu un Moutamba très énervé, très remonté contre la composition de la Cour de cassation. Il a eu cette phrase assez choquante, on va dire, qui est à la limite de l'insulte de la Cour. Il dit « Je m'en fous de ce que vous faites ». Je vais dire exactement sa phrase. « Faites ce que vous voulez, je vais m'assumer. Si vous avez déjà un complot, faites-le, je vais m'assumer ». Est-ce une bonne attitude d'abord? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais que vous me disiez en gros comment est-ce que vous comprenez ce procès en cours. Est-ce une parodie de justice en voyant que Moutamba ne prend pas très au sérieux hein, ce qui est en train de se jouer et en voyant aussi comment est-ce que la Cour conduit ce procès? Est-ce que vous pensez que, comme certains le disent, c'est une parodie? Moi, je dirais que M. Moutamba ne prend pas au sérieux ce qu'il est en train de faire. Et aussi, ce qu'il faudrait signaler ici, c'est parce qu'il connaît dans quoi il s'est trouvé. Okay. Et une bonne façon de nous montrer qu'il était fort, c'est comme ça qu'il joue à CG. Parce que quand tu maîtrises bien ce que tu fais,
tu sais jouer avec la chose. Moutamba se reproche de beaucoup de choses. Et du coup, parce qu'il veut s'innocenter, et il préfère jouer à CG. Il préfère jouer à CG parce que sûrement on lui a trouvé la main dans les sacs et pour dire que non, voilà, ma main n'était pas dans les sacs, je n'avais pas ces idées de détourner cet argent et il veut jouer à CG. Et qui se laisse faire parce qu'il est devant la justice. Il voulait que la justice puisse être en ordre, qu'il laisse que la justice fasse son travail. Au niveau du LGD, est-ce que vous pensez que Moutamba est coupable de quelque chose? Moutamba, il peut être coupable ou ne pas être coupable, mais nous laissons que la justice fasse son travail. Quelle est votre opinion? Est-ce que vous pensez que tel que les faits sont présentés, il a mal agi? En tout cas, moi, je ne vais pas prendre la place de la justice. Hein. Bien sûr que non. Vous êtes un politique. C'est un procès d'un autre politicien qui est de l'opposition. Je le rappelle, Moutamba était au gouvernement en tant qu'opposant. Non, il n'a jamais été opposant, Moutamba. Il n'a jamais été opposant. Comme nous l'avons vu le jour des dépôts des candidatures. Le jour que le président Matata est parti déposer sa candidature, il est venu il était la deuxième personne qui était partie déposer. Il était en train d'attaquer son ami opposant. Oui, mais c'était en disant des histoires. C'était un challenger. Non, il n'était pas un opposant. Monsieur Moutamba, ce n'était pas un opposant. Monsieur Moutamba était de l'Union sacrée, il est à travers avec l'Union sacrée, il n'a qu'à subir tout ce qu'il est en train de lui arriver aujourd'hui. Peu importe que la justice ne fait pas bien son travail, c'est l'acharnement aussi, et c'est parce qu'il était dur avec le pouvoir en place, c'est parce qu'il était dur avec les gens qui travaillaient avec, et on veut lui mettre devant le planche et qu'il accepte de subir ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Moutamba, c'est un kabyliste pur et dur. Hein. Son passé, son parcours, c'est les kabylistes qui l'ont fabriqué, on dirait certains. Et il a été dans ce gouvernement de Tshisekedi au nom de l'ouverture. Donc on ne peut pas douter de sa casquette d'opposant, même s'il a eu des faits et gestes qui vont un peu dans le sens contraire de cette affirmation. Au-delà de parti politique, c'est quand même un compatriote qui est devant la justice. Tel que son procès est conduit, vous, en tant que parti politique d'opposition, est-ce que vous pensez que les choses sont bien faites? Les choses ne sont pas bien faites. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ensemble avec tout le monde qui sont en train de suivre sur les procès de Moutamba qu'il est en train de payer les prix des rigueurs qui n'a travaillé. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Un monsieur qui a donné un marché de 29 millions de dollars en zappant toutes les étapes. Et si vous suivez bien cette histoire... Pour un ministre de la Justice. Si vous suivez bien cette histoire, on va vous dire qu'on ne lui a pas reproché par rapport à ça. Ça, c'est venu après. On a commencé à lui reprocher il y a très longtemps. Quoi? On lui a commencé à lui reprocher depuis très longtemps, quand il était en train d'entrer dans les problèmes des magistrats, les problèmes des pasteurs et tout. Donc, c'est quelqu'un qu'on cherchait partout. Il a accumulé beaucoup de fautes. Oui, et quand on a trouvé la base, comme ça, on a dit, non, voilà, il a fait aussi des trop, chercher des passations des marchés, des histoires qui n'étaient pas assez dirigeants et tout. Et là, il avait vraiment mal agir. Mais comme il est devant la justice, je pense qu'il ne pouvait pas se comporter comme ça. Et sa façon de répondre, en tout cas, ça commence à inquiéter beaucoup de gens. Et on se pose la question, on plaçait confiance à la jeunesse pour dire la jeunesse peut faire mieux, mais on commence à se rendre compte qu'on veut la chose et son contraire. Vous avez trouvé Moutamba irrespectueux devant la justice? Devant la justice. Il est respectueux devant la justice. Parce qu'il s'en fout, on dirait qu'il est devenu supérieur par rapport à la justice et il ne veut rien entendre, il veut à ce que les gens entendent et suivent ce qu'il veut, il veut à ce qu'ils puissent parler. Et là, ce n'est pas bon pour notre avenir. Hein. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi devrait sauver le soldat Moutamba? Sûrement, il devait les sauver. Mais vous venez de dire ici qu'il manque du respect à la justice. Pourquoi est-ce que le président... Il devait le sauver déjà dès le début. C'est comme ça que je vous ai dit au départ que ce n'est pas tout problème qu'on met sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas plutôt une bonne chose que le président laisse la justice agir? Non, ce n'est pas question de dire que le président devait laisser la justice agir. Qu'est-ce qui vous rassure que le président a laissé que la justice puisse agir, monsieur? Ah, c'est le président qui est... Parce que vous avez cité les présidents. Oui. C'est comme ça que je vous ai dit, qu'est-ce qui vous rassure que c'est le président qui a laissé à ce que la justice puisse agir? Mais on voit les faits. Non, dites-moi ce qui vous rassure. Malheureusement, c'est moi qui pose les questions. Oui, parce que je voulais qu'on en parle un peu même langage. Parce que vous avez dit peut-être le président laisse à ce que la justice puisse agir. Non, moi aussi, je voulais savoir, est-ce que le président, vous êtes sûr? Le président Tshisekedi a à plusieurs reprises dit combien il appréciait le travail de Moutamba. Oui. On peut dire que c'était parmi ses meilleurs ministres. Il l'a dit publiquement à plusieurs reprises, il a apprécié le travail de Moutamba. Oui. Et il avait plutôt une bonne relation avec lui, il le recevait, il était invité régulièrement aux activités initiées par Moutamba. Oui. Donc de là, on peut conclure qu'il y avait plutôt une bonne relation. Oui. Aujourd'hui,
il a non seulement laissé que sa majorité au Parlement, parce qu'il a la majorité au Parlement, et en tant qu'autorité de cette majorité, il aurait pu dire sauver Moutamba, ne le laisser pas tomber, mais il a laissé sa majorité voter la levée des immunités de Moutamba, jusqu'à ce que Moutamba est allé jusqu'à démissionner, et lui, le président, a accepté la démission de Moutamba. Donc, est-ce qu'on ne peut pas conclure là que le président a dit, bon, je t'aime bien, mais là, c'est la justice? Non. Ça, ce n'est pas question de dire que le président devait les sécuriser. Déjà parce qu'on lui avait déjà levé les immunités à l'Assemblée. Oui, par la majorité du président. Il pouvait que... Non, ce n'est pas la majorité du président. C'est la majorité présidentielle. Non, monsieur Alain. Je vous rappelle que la même Assemblée, quand il fallait lever les immunités du président Matata qui est de l'opposition, oui, on pouvait dire quoi? On enlève les immunités. Oui. Mais parce qu'on a compris l'incarnation ou le leadership et la volonté qu'avait le président Matata, on a dit non, ces messieurs n'est pas un petit monsieur qu'on peut enlever les immunités comme ça et puis lui mettre devant la justice. Et M. Moutamba, si on est arrivé, c'est suite à ces actes. Ce n'est pas question de dire que c'est le président qui a dit non, voilà, vous devez enlever les immunités à Moutamba parce qu'il ne travaille pas bien ou bien parce qu'il y a eu ça. Il en a fait de trop. Et il fallait qu'on lui mette devant la justice, qu'il arrive à répondre à ces actes. Maintenant que vous avez l'expérience de la justice congolaise, est-ce que vous, du LGD, vous conseillerez à Moutamba de faire la même chose que votre président? Non, je lui laisserai le libre choix de faire... Non, c'est un conseil que je vous demande. S'il nous regarde ce soir, est-ce que vous lui donnerez le même conseil que ce qu'a fait votre président? Notre président a fait quoi? Ben, il a été jugé, condamné, et puis il a disparu dans la nature. Non, il n'a pas disparu dans la nature. Il n'a pas disparu dans la nature. On lui a forcé d'être à l'exil. Disparaître et le forcer d'être en exil, monsieur Alain Ibn. Ah oui, disparaître. Et disparaître, c'est quelqu'un que vous n'allez jamais voir. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, le 5, qu'on vous a dit que le président est en exil. Donc alors, il n'a pas disparu. La disparition, ça veut dire qu'on ne localise pas. Et vous et nous, les journalistes, on ne sait pas où se trouve Matata. Mais notre président, je vous ai dit qu'il est en exil. On vous a dit qu'il est en exil. On ne sait pas où il est. Non, on vous a dit... La justice qui l'a condamné, son pays, toutes les institutions de son pays, son parti, et même la presse... Personne ne sait où se trouve ça montre Matata. Que notre... Ceci est la définition exacte de la disparition. Non. Ça prouve déjà que notre République démocratique du Congo, les dirigeants ont failli à leur mission. Comment ça fait-il que quelqu'un peut quitter le pays? Et M. Alain venait de me dire ici que non, la justice et tout, nous ne savons pas là où il est, M. Alain. Nous sommes dans quelle République démocratique du Congo ici? D'où un opposant peut sortir après sa condamnation et vous ne savez pas il est passé par où? Nous venons vous informer parce que on était en train de chercher notre président. On vous informe qu'il est en exil et vous voulez nous dire que vous ne savez pas par où il est passé. M. Alain, est-ce que vous êtes sérieux là? Merci beaucoup. On a compris votre position. Merci. Et on a compris aussi que vous ne voulez pas donner des conseils de fuite à M. Moutamba. On change de chapitre. Venons un peu ici au Lualaba, notre chère province, dirigée par Madame Fifi Masuka. De son point de vue et du point de vue de l'Union sacrée, tout va bien, hein, les chantiers évoluent. La relation de l'exécutif provincial avec son contrôleur va surtout très bien. On a vu que l'Assemblée provinciale avait même décerné un diplôme de bâtisseur à Madame la gouverneure. Aujourd'hui, on est presque à la moitié de ce mandat. Quel jugement vous émettez, vous, du LGD, par rapport à la gestion de la province par ces deux institutions? Monsieur Alain, de larmes aux yeux d'ailleurs, même si ça ne coule pas, voir qu'il y a collaboration et qu'il y a bien. C'est ce que les gens voient. En réalité, dans la province, on n'a pas une gouverneure, on a une maman. Et c'est difficile d'écouter une maman. Vous le savez bien. Quand une maman prépare à la cuisine, jamais un enfant dira à sa maman que maman au pique bien. Mais quand on a une autorité, on sait dire là tu ne fais pas bien les choses. Nous sommes ici dans notre province, monsieur Alain. Nous avons vu beaucoup d'inaugurations, beaucoup. Mais il y a une chose qui m'inquiète, moi, à peine, c'est quoi? C'est qu'on a inauguré les choses qu'on a commencé, qu'on a trouvées. On a inauguré sans qu'on achève les choses. Mais on applaudit cette personne qui a bien travaillé. Travaille quoi, puis parler, monsieur Alain? Vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi sur ce point-là? Non, monsieur Alain, il n'a pas de mauvaise foi.
le village du Congrès, ce n'est pas inachevé, c'est bien fini. L'aérogare de Kolwezi, ce n'est pas inachevé. Vous êtes sûr que l'aérogare est fini? L'aérogare est fini, c'est l'aéroport qui n'est pas fini. C'est deux choses différentes. Monsieur Alain, nous sommes ici au Lualaba avec vous. Ici, dans notre province. Et dans la ville de Kolwezi, d'où on a inauguré les chantiers Yoti. Derrière nos flous. Inauguré jusque-là à Batumiki. Quand on a inauguré Kindo, je vous sais, maman, c'est Batumika. On n'a jamais vu un député descendre pour Kwangaria kufanya ma inspection et tout. Centre, il y a nani, centre de négoce? Pas de négoce, il y a tu sais mata, il y a Mwangi. Oui. Apparemment, il n'y a même pas de lit, mais le président a inauguré ça. Et vous voulez que tout tape, tout tape nini. Banasemaka kama onanza kuyenga awishi unapomona. Si aujourd'hui nos députés ne savent pas contrôler l'autorité, c'est ce que vous venez de dire que l'autorité la population les autorités sont dans des bureaux et ils ne sont pas là où il y a la population. Si moi je pouvais féliciter Madame la gouverneure Likama Mirangaria aujourd'hui, nos crézères Bekunabiri Mayabo, Mabalabala Ikwako, Makaji bantu bekuna pata leo hii bana baba betu ba metal col bana faire ko bato chakaji parce qu'il y a une autorité qui veut protéger ba partenaire en fait privilégier ba partenaire bambari mais les sabale benye kabila l'état ka amba protéger muna bacha banasa ba ba minerai ya vous voulez est-ce que tu applaudir à ma collaboration que y a bien? Non monsieur Alain, soyons quand même sérieux. Mais vous ne pensez pas notamment sur la question de Zéa que ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement provincial. On ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait, vu que ce n'est pas dans sa capacité de donner les EA aux créateurs. Monsieur Alain, Maman Si, mais quand elle était maire de la ville, dans cette ville ici de Kolwezi, on pouvait voir soulèvement à Bagène, Maman Si me descendait. Même si elle a l'état de solution, au moins elle va décanter d'abord la situation et puis elle va prendre l'avion pour Kinshasa. C'est nous qui vivons avec l'autorité ici, ce n'est pas Kinshasa. Quand on envoie les Chinois à la Toka Koukine, na ma autorisation à ma famille présidentielle, beku na fika beku na mona ni autorité na patia autorisation à kwenda kunya ma minerai à Benyewe, ya balé ba non, mais ça c'est non, ça c'est non, on va pas laisser passer ça, c'est une affirmation plutôt gratuite parce que vous savez que il y a le respect de la hiérarchie au niveau de la République, la loi elle existe, ce n'est pas à madame Fifi, madame la gouverneure de changer ce que dit la loi. Si le ministère national de mines décide d'octroyer de carrés miniers au Lualaba, ce n'est pas à la gouverneure de dire non, je n'accepte pas que vous venez exploiter. S'il y a un désordre au niveau national, ce n'est pas à Fifi Masuka de résoudre les problèmes, les faiblesses du gouvernement national. Monsieur Alain, je vous rappelle la nationale ici numéro 1 jusqu'à 39. Quand elle était impraticable, c'était les députés nationaux, Bamou Grand Katanga, Barendara, Kusema, Kinshasa, jusqu'à tel point on avait autorisé au gouverneur Moïse d'arranger la nationale numéro 1 jusqu'à 39. Qu'est-ce qui manque nos députés d'aller à Kinshasa pour leur expliquer? Ce n'est pas eux qui vivent ici au Lualaba, les gens de Kinshasa, c'est nous qui vivons ici. Papa Alain, vous ne pouvez pas me dire que la gouverneure n'a pas un mot à dire pour aller dire à Kinshasa. C'est seulement appeler les musiciens. C'est seulement quand il faut faire des publicités d'autres choses que là, elle peut dire, elle peut mettre de l'ordre. Mais elle peut mettre aussi de l'ordre dans ma secteur. Il y a Maïbou. On a vu quand les gouverneurs étaient ici, les gouverneurs Richard Mouyez, Mandiès, Mons, lors il y a Makilele Kouroulkou. Ils pouvaient descendre, donner des solutions et prendre l'avion pour aller expliquer à Kinshasa. Voilà, à Kolwezi, on vit de ça. Mais aujourd'hui, monsieur Alain, vous voulez me dire un papa qui nourrit sa famille à cause de Maïboué, Achina Nakirima, Yakusema Tupike Mikon, Yakusema non, on travaille. Ben Atumika Wapi. Ils ne travaillent pas. Ils nourrissent leur famille. Ils s'enrichissent entre eux. Pour preuve, si tu pars à côté d'eux, tu ne vas pas voir un monsieur Alain en train de dérouler Motoka Yabia ou Samona Moutou Akompemeni Yabo, monsieur Alain qui a des entreprises, qui a des marchés. C'est seulement eux-mêmes. Avec ça, vous voulez qu'on puisse applaudir que non, bah, député provincial, maman gouverneur, Benatumika. Non. Pourquoi est-ce que cette parfaite cohabitation entre l'exécutif et le Parlement vous gêne?
Vous aimeriez qu'on puisse être dans une province trouble comme les provinces sont plutôt les provinces du Kasaï? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que ça vous ferait plaisir que chaque matin, qu'il y ait des motions contre la gouverneure, contre les ministres et qu'il y ait des équilibres? Mais il faudrait qu'il puisse y avoir des motions. Je te dis, c'est Natumika. Il faudrait qu'il y ait ça, Papa Alain. Quand les gouverneurs Mouyage étaient ici, à chaque fois on pouvait savoir, oh Léo Banamouita, ministre Watel, qu'est-ce qu'on a ministre Watel, depuis la gouverneure actuelle est là. Ou je sais qu'on a encore motion de tel inapita. À part motion d'information, maman Simejinga, il est Barouaka, monsieur Kamani Vital, il est de Pitak. Vous avez déjà entendu, il y a assemblée et tout, motion inapita. Ah, il y a Pitak, Kama Banaïta Kintu, il n'y a pas longtemps, les députés Eddie Kapens. Richard motion par rapport à Maman Balabala et tout pour appeler le ministre d'infrastructure. Vous avez entendu ce qui a été comme réponse là-bas. Donc on dirait Maman Balabala, ça ne les regarde pas. Ce qui les regarde, c'est seulement, oh non, Balabala tel, on doit donner contrat comme toi qui a tel, comme toi qui a tel. Et avec ça, vous voulez qu'on puisse applaudir ou quoi? Vous savez, quand le président Tshisekedi était dans l'opposition, quand il a pris le pouvoir, il a dit une phrase qui est restée célèbre. Il a dit, quand on était dans l'opposition, on critiquait facilement. Maintenant que je suis arrivé au pouvoir et que j'ai vu la réalité, je comprends qu'à l'opposition, on critiquait parfois inutilement le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui vous arrive? Les députés savent parfois des choses que vous, de l'opposition, vous ne savez pas. Ils ont la réalité au-delà du cosmétique. Ils ont la réalité des choses. Ils savent d'où viennent les injonctions, etc., etc. Vous ne pensez pas que vous critiquez facilement parce que peut-être il vous manque certaines données? Non, ce n'est pas seulement question de dire que nous critiquons parce qu'il nous manque certaines données. Ce n'est pas ça, M. Alain. Nous critiquons parce que nous voyons ce que nous sommes en train de critiquer. Oui, sans savoir exactement ce qui se passe. Non, ce n'est pas question de dire que sans savoir ce qui se passe. Hier, le même personne, M. Alain, qui étions là, en train de critiquer les régimes passés, en train de critiquer gestion, ce sont les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui, non? On était avec eux, non? On pouvait le voir descendre mon terrain, non? On pouvait le voir, il y a comme une érosion quelque part, ils sont là, quelque part ils sont là. Mais quand ils étaient en train de faire ça avec nous, ils pensent que quand ils seront au pouvoir, nous on va commencer à faire quoi? On va commencer à applaudir? On ne va pas commencer à applaudir? Selon vous, parce que la critique est facile, qu'est-ce que l'Assemblée provinciale devrait faire qu'il ne fait pas? Devait contrôler d'abord l'exécutif. Par exemple, qu'est-ce que l'exécutif a fait que le Parlement a laissé passer? L'exécutif a dit que la nationale numéro 39 ici, qu'on a déjà réhabilité 13 km et resté 3 km. Or, c'est faux. Balabala était à Moubaya. Jusque-là, je n'ai jamais vu même un député descendre à Moulé Balabala Kouangari. Est-ce que c'était vrai ou c'était faux? Il y a quoi? Vous voulez encore que je puisse ajouter? Non, mais ça, les députés viennent de partir maintenant en vacances, vacances parlementaires. Vous voulez que je puisse continuer ou que je m'arrête par là? Continuez. Ok. Maman Fifi avait dit qu'elle avait déjà... C'est quoi encore qu'on a construit? Là où il y a la CENI, c'était notre parcelle à la province. Or, il y a une fille qui avait pleuré il n'y a pas longtemps que non. Est-ce qu'on a déjà vu les députés aller faire des descentes là-bas pour savoir est-ce que c'était vrai? C'était leur parcelle ou bien la province avait déjà payé ça? Et si je me limite que par ça. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous, comment vous savez que les députés n'ont pas déjà vérifié ces documents? Parce que chaque fois, on met les histoires sur les réseaux. Non, il ne suffit pas qu'une fille ou une personne pleurniche sur les réseaux sociaux pour que ce qu'elle dit soit vrai. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un peut venir dire aujourd'hui que là où vous habitez, ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas chez vous. Si c'est lui qui vous a vendu votre parcelle, ne réagit pas parce qu'il sait qu'il vous a vendu votre parcelle, est-ce que pour autant, votre parcelle n'est pas votre parcelle? Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas compris votre question. Les députés, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la province. OK? Ils savent que peut-être, hein, je suppose, que la parcelle là où on a construit la CENI a effectivement été acquise dans le bon, dans le respect des règles. Ce n'est pas parce qu'il y a une tierce personne qui parle sur les réseaux sociaux que les députés doivent initier une nouvelle action pour enquêter. Parce que peut-être, ils ont déjà vérifié en amont plutôt, et compris qu'il n'y avait rien à part le buzz. Mais Monsieur Alain, il y a certaines buzz, même s'il faut les faire, même s'il faut dire appeler buzz, il faut vérifier. Et la fille vous montre même le document. Ah non, Monsieur Alain. Vous mettez en doute donc? Je mets en doute ça, et on n'a jamais vu un député descendre.
Monsieur Alain, pas seulement ça. On a vu les gens des camos, des métalcols ici, en train de brûler les pneus par rapport à une entreprise à bout. Quel est l'autodéputé ou la chouka par les patérés, à part un jeune Trésor Mahamba qui est parti aussi, qui est devenu dans tout comme Moutamba, descendre là-bas pour calmer nos papas des métalcols. Qui est ce député qui est parti descendre pour faire la vérification de tout ça? Et vous voulez qu'on puisse accepter pour dire que non, ils sont en train de faire leur travail. Ils ne font pas leur travail. Ils sont là juste pour respecter leur veste, ils sont là pour respecter leur confort de l'Assemblée. Et puis après, il faut encore venir en 2028 pour dire non, voilà, on n'avait pas travaillé parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Question claire, et j'aimerais que vous me donniez une réponse claire. Selon vous, de là où le pouvoir de Fifi Masuka et l'exécutif, plutôt le législatif, ont pris la province, et là où elle se trouve aujourd'hui, pensez-vous qu'elle a avancé, qu'elle a fait du surplace, ou que la province a reculé? Sur place. Comment ça? Mais rien ne marche, papa. Mais c'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Il y a des choses qui n'existent... Quelles choses? Non, attendez. Il y a des choses qui n'existaient pas avant l'arrivée de Fifi Masuka au pouvoir, qui sont là. Vous devez avoir un minimum de reconnaissance. Mais j'aimerais savoir c'est quoi la chose. Il y a des routes qui n'étaient pas asphaltées, notamment dans le quartier Jolicite. Mais il faut saluer Madame Betty. Qui sont asphaltées. Non, mais c'est dans la province du Lualaba. Ah, monsieur Alain, il faut faire la part des choses. Non, c'est dans la province du Lualaba. Il faut faire la part des choses. Non, c'est elle l'autorité provinciale. Quand vous dites les députés, vous ne dites pas qu'ils ne peuvent pas... Quand vous critiquez Fifi Masuka, vous ne dites pas qu'on la critique, sauf dans les communes, parce qu'il y a les bourgmestres. Vous la critiquez même pour ce qui se passe dans les communes. Oui. C'est que vous reconnaissez les responsabilités de sa part. Quand il se passe un problème à Kolwezi, vous ne critiquez pas le maire seulement, vous critiquez aussi Fifi Masuka. Oui. Donc il y a sa responsabilité. Donc si le maire, sous la direction de la gouverneure, réalise des choses, c'est à l'actif du maire, mais également de Fifi Masuka. Il ne faut pas qu'elle prenne simplement ce qui est mauvais et que ce qui est bon soit subalterne. Donc, je disais, par rapport au jugement que vous émettez, oui, reconnaissez quand même qu'il y a eu un pas. Elle n'a pas détruit ce qui existait. Elle a quand même fait des choses qui ont fait avancer la province. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Mais je suis honnête, j'ai dit ils sont sur place. Pour dire elle n'a pas abîmé, elle n'a pas arrangé. Donc elle est là-bas, au centre. C'est ce que je dis. Les quelques routes qu'elle avait trouvées asphaltées, ce sont les seules là qui existent. Les quelques bâtiments publics qu'elle avait trouvés, ce sont les seuls bâtiments qui existent. Les quelques bâtiments qui... Il y a le bâtiment de la CENI, ça n'existait pas avant l'arrivée de Fifi Masuka, je m'excuse, je la cite comme ça. Le bâtiment du Derneflou qui n'existait pas avant son arrivée et qui est là. Rien que ces deux choses, on peut dire qu'on n'est pas resté sur place. Mais monsieur Alain, je vais vous dire que ça c'est pour les quinquennats, il est à Kwanza. Oui, mais c'est finalisé par elle. Oui, je ne refuse pas. Mais au moins, il faut reconnaître que ça, il y a un quinquennat à Kwanza. C'est comme ça que je dis, dites-moi depuis qu'elle a pris le pouvoir en tant que titulaire jusqu'à aujourd'hui, Bachak initié, Nini, Naïle qui tout voilà, Kyoiki, et puis on applaudit. À part terminer ce qu'on avait commencé, mon quinquennat passé. En même temps et j'avais dit l'autre fois que j'avais salué la continuité, les courages qu'elle avait pour continuer. J'avais salué la fois passée, okay. Mais là, je dirais qu'elle est sur place parce que jusque-là, on ne sait pas dire qu'elle a fait quelque chose depuis qu'elle a pris le pouvoir, à part savoir que non, on est en train d'aller chercher des partenaires, qu'on voit, je ne sais pas comment protéger, parce que les autres que Kabila nous avait amenés, on ne sait pas comment les protéger, on est en train de les malmener ici dans les pays, je ne sais pas, comment tu vas protéger, avec quelle expérience, ou bien avec... quelle sécurité que nous avons dans notre province. Ce n'est pas facile d'être dans l'opposition, hein? Parce que parfois, même la lumière, vous voyez du noir. Et c'est très compliqué. En tant que républicaine que vous êtes, je suppose que parfois aussi, il faut féliciter quand ça marche bien. Mais, monsieur Alain, je ne sais pas comment vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à me comprendre. Non, je vous comprends. Je sais accepter quelqu'un qui est sur place, au moins on connaît que quelqu'un existe, non? Okay. Alors, vous voulez qu'on puisse accepter quoi? Le peuple va juger, évidemment. Mais je sais que les peuples jugent, et les peuples ne jugent pas seuls. C'est d'abord les gens qui entourent l'autorité qui jugent en premier, et puis nous jugeons après. Très bien. Oui. Donc vous nous affirmez ici que tout ce que le président
inauguré dernièrement à Kolwezi, au Lualaba, rien n'est en fonction. Rien n'est en fonction et puis ce sont des chantiers de Papa Kabila qu'on vient inaugurer par Papa Tshisekedi qui n'est pas achevé. La continuité de l'État, Oui. la continuité de l'État. Oui. Même là aussi, lorsque votre président sera président en 2028, il continuera ce que le président Tshisekedi a fait. Mais lui va inaugurer les histoires achevées, pas inachevées, parce que je connais la taille de ces temps. On va changer de sujet. On repart au niveau national et d'ailleurs international, hein, avec cet accord signé par le Rwanda et les États-Unis, accord signé en juin dernier et qui entre en application au mois d'août. Le Rwanda va accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés par les États-Unis. C'est un accord qui ressemble à celui que le Rwanda avait signé avec le Royaume-Uni, qui a été décrié notamment par la RDC. On a beaucoup milité pour faire annuler cet accord et ça a été annulé. Maintenant, nous sommes allés aux États-Unis pour accuser le Rwanda et pour obtenir le soutien des États-Unis contre le Rwanda. Les États-Unis ont décidé de nous réunir. Oui. On a signé un accord. Mais de notre côté, ça n'avance pas apparemment. Mais c'est du côté Rwanda-États-Unis que ça avance. Parce que cet accord d'accueil des migrants passe déjà à la vitesse supérieure parce qu'il y a déjà une liste des premiers migrants que le Rwanda va accueillir. Est-ce que vous pensez que la RDC s'est fait avoir? Bien sûr. La RDC s'est fait avoir, papa. Parce que le Rwanda, Moïse Faze, les Rwandais, ni petit chéri aux États-Unis. On s'est fait avoir. Et on est des perdants. On est des perdants? Oui. L'accord quand même qui a été signé, on peut le reconnaître que ça a permis de stopper l'avancée du mouvement rebelle. On peut tout dire de Tshisekedi, mais il a quand même eu l'intelligence face à la faiblesse entre guillemets de FRDC, de trouver un moyen intellectuel de stopper l'avancée des troupes. Ni tété le contact qu'il a eu aux États-Unis, vous êtes d'accord avec moi que le M23 était sur une vitesse avancée trop rapidement. Donc, en quoi est-ce que la RDC s'est fait avoir? La RDC s'est fait avoir, comment ça? Parce que si on sort, les immigrés vont appeler comme au Rwanda. Tu vois déjà, ça veut dire qu'il y a collaboration et qu'il y a bien ça par rapport à Yachi. C'est là que je dis que non, on s'est laissé avoir. Et même cet accord qu'on a signé récemment, je ne vois pas que ça pourra avoir encore beaucoup de pesants d'or. Et déjà, c'est une faiblesse sur le plan diplomatique pour notre République. Ouais. Peut-être en ayant constaté cela, c'est pour ça que le gouvernement central essaie de voir d'autres pays du continent américain, notamment en Amérique latine. Regardez, il y a une délégation du gouvernement qui est allée au niveau des pays de l'Amérique latine pour conclure des accords sur le plan militaire, culturel, financier. Il y a le ministre de la Défense qui était sur place. Est-ce une bonne stratégie de multiplier les partenaires? Est-ce que parce que nous avons compris qu'avec les Américains, on n'ira pas plus loin? Vous encouragez cela? Ce n'est pas une bonne chose parce qu'en multipliant beaucoup de partenaires qu'on ne sait pas protéger, qu'on ne sait pas respecter les accords, c'est aussi un danger pour la République démocratique du Congo. Je pense que cette fois-là, on pouvait vraiment être sérieux et voir de nous-mêmes ce qu'il faudrait faire. Parce que du coup, on a tendu la main presque à tout le monde et on ne s'est pas trouvé la solution. Est-ce que la solution ne pouvait pas rentrer d'abord de l'intérieur? En faisant quoi? En s'associant à l'idée de la SENCO et se mettre autour d'une table. Tu sais, monsieur Alain, c'est vrai, on peut chercher des efforts, des renforts de partout, mais si vous-même, vous n'êtes pas à mesure de surmonter ces problèmes, c'est comme qui dirait, vous laissez juste vous laissez juste le vide pour que les autres viennent à se moquer de vous. On en a fait, et voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il faudra qu'on se mette autour d'une table, que nos opposants, que nos autorités essayent de mettre leur ego à côté et de voir d'abord la République démocratique du Congo, qui est notre point commun, au lieu de voir d'abord des intérêts, parce que tout ce que nous cherchons là, c'est juste pour protéger d'abord les intérêts. Et on oublie la population et c'est trop dangereux pour notre futur en tout cas. Vous pensez donc que la solution serait de faire un dialogue? Ce dialogue, votre président y participerait? En tout cas, parce que quand la SENCO était en train de passer pour voir le leader d'opinion, on l'avait aussi consulté, il avait également donné des recommandations. Sauf que son statut a changé depuis. Il avait donné les recommandations. Je pense que ce que les peuples veulent, les présidents aussi va aussi suivre parce qu'il ne travaille pas pour lui-même, il travaille dans les comptes de la population. Si la population n'est pas là, en quoi il sera président?
Ma question était, s'il y a dialogue demain, est-ce que votre président va revenir au pays pour y participer? Je sais que notre parti politique n'a pas seulement que le président, il y a quand même la hiérarchie, il y a d'autres personnes qui pourront lui représenter d'une façon ou d'une autre. En d'autres termes, le LGD va participer au dialogue, mais Matata Ponyo, même si le dialogue était proclamé, il n'est pas prêt à revenir au pays. Je sais qu'il est la seule personne qui est mieux placée pour répondre à cette question, et au moment opportun, lui-même nous dira s'il sera là, il sera là ou pas. On verra donc. Oui. On verra s'il va revenir et on espère que lorsqu'il va revenir, il ne sera pas accueilli à l'aéroport directement. On va ramasser très rapidement d'autres sujets d'actualité qui ont marqué la semaine pendant les 5 minutes qui nous restent, notamment la publication des résultats des ex-États. Ça fait polémique. Est-ce que chez vous, au LGD, vous êtes un parti d'intellectuels? Nous dit-on, votre président national, il a quand même installé beaucoup d'innovations dans la gestion de la République, la gestion orthodoxe. Est-ce que vous saluez cette innovation qui permet de corriger en un temps raccord et publier les résultats des ex-États, ou bien, comme la plupart des personnes, vous critiquez, vous y voyez une procédure qui va en défaveur de l'enseignement national? Ah oui, nous critiquons. Monsieur Alain, l'examen est chaque jeudi, vendredi, férié, samedi à Tomikaki, dimanche à Tomikaki, et le même lundi, on a corrigé les résultats, et puis les résultats le 3 mardi. Pas quelle magie? Quand on a évité, c'est quoi mambo ya guerre? Aujourd'hui, on pouvait être en paix. Quand on a évité, c'est quoi mambo ya Goma, on ne pouvait pas arrêter. Quand on a évité, c'est quoi mambo ya Biakoura, ça allait être autre chose. Donc c'est quelque chose qu'on ne salue pas. C'est quelque chose qu'on ne salue pas, et puis, minona ça, il a déséquilibré dans le bateau de Benyewe. Tu vois quelqu'un, on a maçon, on a dit, comment on est arrivé à corriger ça? Je pense qu'on pouvait même, ça dépendait que de nous, on pouvait annuler ça. Pourquoi? Est-ce que vous avez des preuves que les résultats publiés ne sont pas conformes à la réalité? Abina conforme, papa Saint-Pierre. Abina conforme, Dieu, va corriger pour lundi les moyens. Et puis le lundi, moi, on a publié pour le lundi, moi, papa, allez, mais la ministre Raissa Malou a fait des réformes. Quelles réformes? Des réformes qui avaient déjà commencé avec ses prédécesseurs, de numériser la chaîne de correction. Dès la conception, la composition des examens, jusqu'à la correction, tout ça a été numérisé. Et on sait aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, les choses vont très vite. Elle a décentralisé les centres de compilation des items, etc., etc. Tout cela explique pourquoi c'est allé vite. À partir de quel moment vous trouvez que c'est impossible ce qu'elle a fait? À partir du moment où les premiers étaient les jours fériés, vendredi, samedi, à Batumikaki, dimanche à Batumikaki, lundi, moi, après le lundi, moi. Les gens sont entrés déjà lundi, moi, on a corrigé lundi, et puis on a publié mardi, papa Alain. Même s'il faut dire, monsieur Alain, soyons sérieux. Même s'il faut être intelligent, même si ma réforme est ma réforme. Une seule journée. Et puis le lendemain, on a publié mes résultats. Et quelqu'un, tu vois, même les enfants ne sont pas contents de leur diplôme. Hein. La plupart ne sont pas contents. Si vous avez suivi même la télé, ils ne sont pas contents, ils sont surpris de voir une seule journée qu'on corrige vos résultats et puis une autre qu'on a. Et tu fais même 60%, tu sautes même. Mais madame, c'est peut-être parce que la communication a été faible au niveau du ministère de l'Éducation, mais avec les machines qu'on a au niveau national, ils sont arrivés à avoir la capacité de scanner plus de 100 copies à la minute. On a eu environ 1 million de candidats élèves aux examens d'État. 100 copies la minute. Et ici, ce sont les machines qui ont corrigé. Ça veut dire que les machines n'ont pas des jours fériés. Y compris le vendredi. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche, les machines, elles, n'ont pas de journée fériée. Vous ne pouvez pas comprendre que même si c'était férié, les machines ont continué à travailler. Mais les machines travaillaient et même au bureau, on a rien à commander. Mais c'est programmable. Ah, papa Alain. On a programmé. À chaque fois qu'on terminait les examens, les items étaient scannés et envoyés. C'est logique qu'à la fin des examens... Je sais que vous êtes en train de chercher à vous faire mal pour rien. Ce qui est fait, ce n'était pas normal. Abina bintu biamana, ni biabongo, il faut qu'on ait ma résultat, papa Alain. Vous voulez nous dire qu'il y a ma machine, une seule journée, on a publié déjà, mais il est ma rapidité. Je ne sais pas si vite à l'ouest.
Si tu n'as pas ma rapidité, ma balabala ici au Congo. Si ma réforme est venue, tu n'as pas pas, bah tu m'as pas ma cage, bah expatrier, bah couiller, bah tu pâtier ma entreprise, ma moyen, bah investir bah tu vas pas te cage. Les réformes pas qu'au examen d'état, que les bateaux tu ma somme, bah pas te cage, je voulais faire réforme. Là on les attend, on ne les retrouve pas, mais monsieur Alain, arrêtez ça, soyez quand même sérieux, même pour une seule fois. Mais avec ces régimes ici, $500 mari, bien bongo, et diplôme, on ne comprend pas. Avec ça, vous voulez qu'on puisse être républicaine jusqu'à quand on accepte même ceux qui ne sont pas acceptables. Mais monsieur Alain, je comprends. On comprend que seul votre président est capable des exploits et non, pas les pas autres. seulement seul. À côté des grandes personnalités comme vous, comme les professeurs, comme les VK, comme les professeurs Richard Mouyej Manguezmas. Pourquoi pas moi? À ses côtés, on va faire de grandes choses. Il y a beaucoup de gens ici dans notre République démocratique du Congo qui fera sa force et ils feront à ce que le président puisse amener les bâtons Yulusana par rapport à Païkoléo. Votre réaction aussi à la présence du président Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République, l'actuel ministre de Transport, ministre d'État, sa présence à la commémoration du Génécoste. Vous savez, hein, c'est pour commémorer la mémoire des victimes de différentes rébellions déjà depuis 30 ans maintenant, alors qu'on sait que lui et son mouvement, le MLC, avaient participé au massacre des populations à Ituri avec l'opération Effacer le tableau. Est-ce que vous êtes choqué de le voir assister à cette commémoration? Brutalement choqué. Brutalement choqué. C'était notre personne, on pouvait accepter. Je suis brutalement choqué. Comment lui peut aller faire quoi là-bas? Lui qui a occasionné ça dans le passé, il va aller commémorer quoi? Il va aller commémorer quoi, monsieur Alain? Mais certaines histoires, même si on dit que les opposants, moi là, si j'ai parti, qu'est-ce que je vais mettre dans la tête des gens qui vont me voir à la télé? Vous désapprouvez. On n'aurait pas dû l'inviter. Pourtant... L'inviter pour faire quoi? Qui vienne partager quelle expérience? Il est quand même membre du gouvernement. Et tous les gouvernements étaient invités. Tous les gouvernements étaient invités. Lui, il pouvait même dire non, je reste pour régler ma transport. Pour régler ma petite et ma moto. Est-ce qu'il faut seulement aller? Dans le domaine du transport, il faut quand même saluer qu'au là-bas, il y a les feux de signalisation qui sont installés. Ça aussi, c'est à l'actif du ministre des Transports qu'il est. Vous saluez parce que vous venez de les dire, je préfère que vous puissiez les saluer vous-même. Vous ne voulez pas saluer? Mais même, je mérite que vous puissiez les faire vous-même parce que c'est vous qui venez de les dire. Madame Lorraine Capen-Tissol, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Alain. On a terminé pour aujourd'hui. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Politico est à retrouver en rediffusion tout ce week-end, mais également disponible sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. L'émission est à voir et revoir quand et où vous voulez sur l'application MyCanal du groupe Canal+. Moi, je fixe rendez-vous le vendredi prochain pour d'autres points d'actualité. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Merci, madame.